Hey! Bonjour Christophe! Salut chat! Ça va? Ça va et toi? Oui, bienvenue pour l'épisode 33 de Ce que j'en dis. Épisode 33. Il fait un peu chaud, en même temps il pleuvait, je sais pas trop comment C'était un temps orageux. Un temps orageux, ouais. Ce n'est pas grave, t'inquiète pas de nous pardonner. Bon, pas de suspense, t'as rien lu? Comme d'hab, en même temps, ouais. Voilà, non, j'ai rien lu, c'est un fin d'histoire, il en a lu 7. Pour cet épisode 33, c'est parti, on commence avec... Non, par contre, vas-y. Commence, non, c'est bon. C'est dommage. Non, mais en vrai... Ne serait-ce que les One Piece, tu pourrais au moins... Parce que les gens, ils aiment bien ça. En vrai, je peux vous en montrer un si vous voulez. Non, arrête. Ok. Faut pas exagérer. D'accord. Le livre numéro 1, je l'ai pas là, mais... Comme d'hab. Ouais, voilà, je l'ai lu en numérique. Bien sympa. Petite philosophie de la sieste de Sébastien Spitzer. Sébastien Spitzer. Bah ouais, alors, petite philosophie de la sieste. C'est-à-dire, c'est un bouquin, un petit bouquin aux éditions de La Martinière, où il fait l'apologie de la sieste. De la sieste. Et les bienfaits de la sieste. Ouais, alors les bienfaits, soit... alors, il y a déjà des auteurs, des philosophes qui parlent de la sieste en termes de mesure, ou même des histoires qui sont arrivées pendant quoi, genre Isaac Newton quand il y a une pomme qui lui est tombée sur la tête parce qu'il faisait une sieste en dessous d'un arbre, machin et tout. Et moi comme j'aime bien la sieste, c'est un bon, comment dirais-je, un bon argument, tu vois. T'as plein d'arguments pour expliquer que la sieste c'est vachement bien. Tu parles des siestes de 20 minutes dedans? Ouais, je me rappelle plus, mais ouais, par exemple, ouais. Que ça booste la productivité, machin. Les siestes de 20 minutes, c'est très important. Personnellement, j'adore la sieste, moi. Non, mais c'est bien la sieste. Moi, je suis un grand défenseur de la sieste. Moi aussi, je fais beaucoup de sieste. En tant que travailleur de nuit. C'est ça, moi, en tant que travailleuse de tôt le matin. Serrons-nous la pince, nous sommes des siestards. Nous sommes des siestards. Vive la sieste. Si toi aussi, tu aimes la sieste. Mets un like. Ouais, un like. Et carrément, t'as qu'à mettre un petit commentaire. Vive la sieste. Vive la sieste. On se calme un petit peu, là. Vas-y. On passe au livre numéro 2. Livre numéro 2. Partenariat avec M+ Édition, le Hussard blanc de Ludovic Lamarck. En vrai, quand j'ai vu la couve, je me suis dit, non, c'est quoi ce truc? Ce livre historique. Un hussard sur un cheval, époque napoléonienne, je me suis dit, je vais m'ennuyer avec ça. Pas du tout. Tu ne t'es pas ennuyé? Je me suis un petit peu renseigné sur Ludovic Lamarck, et il a écrit 2 bouquins dans la littérature de l'imaginaire. Okay. Un qui était édité chez les Moutons Électriques et l'autre chez Le Bélial. Donc 2 bonnes maisons d'édition. Ouais, deux bonnes maisons d'édition en littérature de l'imaginaire. Donc je me suis dit, bon, là, il est dans un roman historique, mais vu son parcours, j'y vais. Et j'y suis allé et j'ai bien kiffé. Alors c'est à l'époque napoléonienne et c'est des expéditions scientifiques en Égypte. Ok. Pour découvrir un peu les secrets des pyramides. Et lui, il y a ce type-là, donc, qui s'appelle Gabriel Morand, qui est officier de hussard, et qui en fait, c'est pour ça qu'il s'appelle le Hussard blanc. En fait, c'est un ancien noble qui a été désanobli à cause de la Révolution, sa famille s'est fait assassiner, etc. Et lui, il est rentré dans l'armée pour pouvoir se venger en tuant le mec qui a décimé sa famille, etc. Et puis au fil du roman, bien, ses enjeux, ils changent, il découvre d'autres valeurs, etc. Et donc j'ai bien aimé, et c'est du récit d'aventure, quoi. Okay. Plus qu'un roman historique, c'est plus du récit d'aventure. Et en vrai, je me suis dit au début, j'avais un petit peu peur, et à la fin, je me suis dit, j'aimerais bien lire la suite de ces aventures, bien aimé. Voilà, le Hussard blanc de Ludovic Lamarck chez M+ Édition. Sympa le bouquin. Ensuite, Tomozaki-kun est un loser, le tome 3. Je rappelle le truc pendant que tu rigoles. C'est sur le harcèlement scolaire, c'est super Non, intéressant. celui-là, non, c'est justement pas. C'est l'histoire d'un garçon qui est le meilleur joueur qui soit à un jeu qui s'appelle Attack Families, un jeu vidéo. Et un jour, il fait une partie contre la numéro 2 mondiale, et il la shoot. Et en fait, il découvre que c'est une meuf qui est dans sa classe. J'ai confondu, mais l'autre, c'était qu'un tome 1. L'autre, c'était harcèlement scolaire, 2 tomes. Ouais. 2 tomes, pardon. Et donc, elle, par contre, c'est la meuf la plus populaire du lycée, alors que lui, c'est un no-life. Et elle décide de le booster un petit peu. Et de le rendre populaire, exact. Voilà, c'est ça. Je me souviens. Et donc, il lui donne des missions
elle lui donne des missions qui l'aident à devenir populaire. Ouais. Et donc là, c'est déjà le tome 3. Et sa mission, elle se présente pour être représentant délégué du conseil de classe, tu vois. Et il y a une autre meuf qui se présente aussi pour être délégué du conseil de classe. Et chacun, il doit avoir un petit peu un directeur de campagne, comme dans la politique. Et lui, il doit être candidateur. Non, de son adversaire. Ah, ok. Tu vois le truc? Ok. Et genre, c'est un petit peu bizarre parce que du style, c'est comme si, est-ce qu'il croit? Du coup, est-ce qu'elle croit vraiment en moi? Mais pour lui montrer que je suis pas, voilà. Ouais, et du coup, ils doivent tout faire pour faire gagner l'autre meuf. Ouais. Et vraiment, c'est sympa. Moi, j'aime bien ce manga. Et donc, c'est le tome 3, il y a déjà le tome 4 qui est sorti. Et ça, il y a un plaisir, je comprends ce plaisir des personnes qui lisent des mangas, d'avoir dans ta bibliothèque les trucs qui suivent. Là, ouais, c'est joli, agréablement à regarder. C'est chouette. Donc là, c'est le tome 3, je vais bientôt lire le tome 4, j'aime bien. Donc, Tomazaki-kun est un loser de Eito Shida, le tome 3. Et c'est édité chez Delcourt dans la collection Tonkam qui fait des mangas. Quoi? Des mangas. Super bouquin. Super drôle. Ensuite, j'ai déjà parlé avec toi de la collection La Manuf. Oui, totalement. Oui, nouvelle c'est très frais dans mon esprit. Ouais, nouvelle collection de la manufacture de livres. Et dans ma tête, c'était du roman noir et court. Ouais. Et là, j'ai lu le 3e de la série d'ouverture. Donc il y avait la petite la petite fasciste de Jérôme Leroy. Il y en avait un autre. Le Petit Caporal? Ah non. Non, le Petit Caporal, c'est celui-là. Ah, l'autre, c'était de Guillaume Guéraud. C'était La Dernière Étape. Ouais, La Dernière Étape. Qui était vachement bien. Et Le Petit Caporal de Yann Soletz. Alors, c'est un bouquin d'espionnage. Alors, il n'est pas du tout court, puisqu'il fait quand même 400 pages. C'est un peu long. Et c'est un vrai bouquin d'espionnage. Okay. C'est-à-dire que Yann Soletz, c'est pas son vrai nom, c'est un pseudo parce que lui-même il travaille dans les services secrets, ou alors il a travaillé, non, il appartient au monde du renseignement français, donc il travaille dans les services secrets. Et donc c'est un bouquin d'espionnage, mais c'est pas genre Mission Impossible avec Tom Cruise, avec des motos qui explosent et puis il saute d'un hélicoptère. Non, c'est un petit peu plus dans la bureaucratie. Comment on organise les trucs, comment on fait. Et c'est super intéressant parce que tu t'y crois vraiment. J'avais déjà eu ce sentiment de me croire vraiment dans un service d'espionnage avec Les Mouettes. Mais là, Les Mouettes, c'était de l'action. Alors que là, c'est vachement plus cérébral. Et du coup, à mon avis, parce que je connais rien du monde du renseignement en réalité, à mon avis, c'est beaucoup plus proche de la réalité. Okay. Et donc, il y a cette immersion qui est assez classe. Et je me rends compte que plus je lis des bouquins d'espionnage et plus je commence à kiffer. Alors qu'au début, je comprenais rien du tout. Tu commences à t'ouvrir au monde de l'espionnage. Ouais, parce que là, du coup, c'est un petit peu complexe quand même, tu vois. Oui. Entre les mecs des services secrets russes, anglais, français, les agents doubles, les agents triples, les machins. C'est compliqué, mais je commence à kiffer vraiment. Et bon, pour les gens qui aiment l'espionnage, c'est un truc de ouf. Et cette collection, vraiment, La Manuf, elle me plaît beaucoup. Disez ça, les amis. Super bouquin. Ouais, super bouquin. Alors après, c'est dans le cadre de... Le club de lecture. Ouais, bien joué. Oh, j'ai l'habitude à faire ça. Fallait lire un roman avec un nom de fruits ou de légumes dans le titre. Et donc, j'ai trouvé Autobiographie d'une courgette. Ah ouais, bah ouais. Donc, qui a donné lieu à un film d'animation qui est très très bien, qui est très aimé. On vous retrouve sur les plateformes vidéo comme celle-ci. Mais je crois que j'ai vu le film. Ouais, c'est possible. C'est un petit enfant dans une famille d'accueil. Exactement, dans un foyer d'accueil. Dans un foyer d'enfants. Ouais, je l'ai vu. Ok. Bah ça, c'est le roman. Sa maman, elle boit de l'alcool, non? Sa maman, elle est dead, c'est lui qui l'a buté en fait. Je me rappelle plus. Mais si, j'ai vu un film. Mais peut-être que dans le film, sa maman, elle est juste alcoolique. Bah, sa maman, elle est alcoolique. Ah, mais en fait, un jour, je sais pas, il la bute, quoi. Ouais, je me rappelle plus trop, mais j'ai vu ce film. Je l'ai vu, c'est un film en dessin animé. Ouais, c'est ça, un film d'animation. Ouais, j'ai vu. Pardon, j'ai spoilé complètement. Non, mais il n'y a pas de souci. Donc, si vous avez aimé Autobiographie d'une courgette, qui raconte effectivement l'histoire de ce petit garçon qui s'appelle Courgette, et qui a buté sa maman qui était alcoolique, et tu vois, c'est marrant, je crois qu'il a un petit peu genre trop premier degré, tu vois. Ouais. Genre, il dit, ton père, il est parti avec une poule et tout. Et lui, il croit son père, il est avec une poule, tu vois. C'est marrant.
Et alors c'est vraiment chouette. C'est entre le petit Nicolas. Ça fait penser au petit Nicolas. Ouais. Sauf que c'est le petit Nicolas, mais en foyer d'accueil. Ouais, voilà. Et, dans un monde un peu plus sombre. Ouais, c'est ça. Mais moi j'ai bien aimé et je suis content de l'avoir lu. Donc, Autobiographie d'une courgette de Gilles Paris au Plomb. Alors, Plomb, quand il est sorti, ça commence déjà à dater un petit peu maintenant. Il a l'air un peu. Hein. Ouais, c'était 2002. Donc, entre-temps, il est sorti en livre de poche. Puis il y a le film d'animation. Mais franchement, moi, le film d'animation, j'ai vu que ça existait. On m'a dit, ouais, il faut le regarder. Regarde-le parce que tu vois, il m'a marqué parce que ça fait une belle lurette que j'ai regardé. Ouais, belle lurette, ouais. Belle Lulu. Belle lurette, oui, ça fait belle lurette que j'ai regardé, je m'en souviens à peu près, tu vois. Ah ouais, belle lurette. Alors je vais le regarder, après je vais laisser passer un petit peu de temps parce que j'ai regardé des extraits tout de suite après l'avoir lu et en fait c'est juste le livre quoi. Oui mais complètement. Donc comme je viens de le lire, voilà. Laisse-toi un petit moment pour te avoir le moment de je vais attendre un petit peu belle lurette, tu vois. Ouais, attends belle lurette et puis on le regardera ensemble parce que moi ça fera encore plus belle lurette que vous avez du coup. On continue. Oui, chez Fleuve Noir, Andrea Camilleri et son héros Montalbano. Montalbano, c'est... C'était un Montalbanais. Pardon. Non, c'est un Sicilien. Et c'est le maigret sicilien, on l'appelle. C'est-à-dire que c'est le commissaire de police hyper connu. Il y a des séries télévisées qui existent. Il y a une trentaine d'ouvrages de Ricardino, d'Andrea Camilleri. Ricardino, là, c'est le dernier. Ok. Le dernier vraiment, parce qu'il est mort. Ah. Et en fait, il l'a écrit, c'est pas le dernier qu'il a écrit, mais en fait, quand il l'a écrit, il a dit qu'il voulait que ce soit le dernier à être publié. Ok. Donc, il a été publié en dernier, pardon, je fais à chaque fois, je touche ce truc-là. Il a été publié en dernier en italien, là, c'est la traduction française. Okay. Alors, outre que c'est un roman policier très sympa, il y a aussi quelque chose de particulier, c'est qu'il y a des dialogues dans le bouquin entre l'auteur et le personnage. Okay. Ils se téléphonent, quoi. Okay, et genre, il y a un petit peu une histoire de jalousie entre le Montalbano du livre et puis Montalbano de la série télé. Qui est un petit peu... L'acteur, il est plus jeune que lui et tout. Et lui, il sent qu'il vieillit et il voit l'autre qui fait des courses-poursuites et tout. Il dit, ouais, mais c'est pas réaliste. Puis moi, je m'y prendrais pas comme ça pour résoudre une enquête. Et genre, justement... dans le bouquin, il se passe des trucs comme ça, et l'auteur, donc Andrea Camilleri, il téléphone à Montalbano en disant mais pourquoi tu fais comme ça va, c'est pas une logique de roman policier, ça, tu fais un truc trop bizarre. Tu fais oui mais moi je fais comme ça, et genre ils s'engueulent les deux, tu vois, et ça donne lieu à des échanges vraiment un petit peu. Ça sort hors du commun. Ouais, il y a une mise en abîme comme ça qui est intéressante, et puis aussi le fait que tout comme Montalbano c'est un commissaire de police vieillissant, Andrea Camilleri c'est un romancier vieillissant, et il y a aussi des choses sur ça, voilà, tu sais, moi je vieillis. Et tu vois, ils échangent aussi tous les deux autour de ça. C'est du coup, c'est un bel ouvrage. Je pense que les gens qui aiment cet auteur et puis Montalba vont le lire avec beaucoup d'émotion. Et pour moi, qui ne le connaissais pas particulièrement, ça m'a donné envie de découvrir toute la série des Montalbano, une trentaine d'ouvrages quand même. Okay, ouais, donc je vais pas dire que je vais le faire comme ça tout de suite, ça sera pas simple. Mais voilà, un très très bon bouquin. Super bouquin. Et puis le dernier de la série, alors, de Wojciech Śmierlaz. Tu t'es entraîné, ça se voit. La colombienne, ouais, je me suis entraîné. Alors, je suis même pas sûr de le prononcer correctement, d'ailleurs, parce que c'est un auteur polonais. Et là, pareil, il fallait lire un auteur polonais. Donc, je me suis renseigné un petit peu, et puis j'ai trouvé que cet auteur, il a reçu le prix du meilleur polar polonais en 2015. Okay. C'est celui-ci, La colombienne. Okay. Donc c'est un roman policier. Alors il m'a pas frappé de dingue en fait parce que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de tromperie sur la marchandise. C'est-à-dire que dans le premier tome, il y a des histoires des Polonais qui partent en Colombie, genre pour faire une pub pour Coca-Cola. Okay. Ils sont dans un hôtel 4 étoiles, tout est payé, ils font la fête, patati patata. Et au dernier moment, la pub pour Coca elle est annulée et c'est eux qui doivent payer l'hôtel. Okay. Et ils peuvent pas, tu vois. Ouais. Et on leur propose un deal, c'est de faire la mule, de
ramener de la coco en Pologne et tout. Quoi. Okay. Et il y a une meuf qui refuse, et finalement elle se fait serrer à l'aéroport. Bref. Ça c'est le premier, le prologue. Et après, ça parle de complètement autre chose. On est en Pologne, on retrouve un cadavre et en fait ça parle plus ça du n'a tout. plus aucun lien avec le voyage. Il y a un vieux lien un petit peu lointain. C'est pas axé. Mais ça se passe pas en Colombie, c'est pas un truc qui est basé sur le trafic de drogue. Donc je me suis dit, et puis le résumé, tu vois, derrière on parle de ça, tu vois. Alors tu te dis, voilà, ça va parler sur ça, en fait non. En fait non, pas du tout. Donc au bout du compte, le bouquin est bien quand même. Mais t'as l'impression pas des tromperies sur la marchandise. Tromperies sur la marchandise. En même temps, ce qui est un petit peu c'est drôle, quoi. Ouais. Du coup, c'est marrant. Ouais. Ça peut être volontaire, peut-être. Après, ce qui était bien, c'est que c'était la première fois que je lisais un polar polonais. Ouais. J'ai bien aimé. Voilà, ça t'a fait découvrir la littérature polonaise, plus précisément le polar polonais. Exactement. Donc voilà. Ça, c'est les derniers. Voilà, c'est avec un grand plaisir que s'achève cet épisode 30. Je peux faire une annonce pour les gens qui regardent les vidéos en entier. Ouais, mais d'une minute. Je crois qu'il y en a 2. Vas-y, let's go. Du coup, fais-la courte et rapide. En fait, j'ai le privilège de faire partie des jurés du prix Fnac 2025, pour le prix du roman Fnac 2025. Et là, depuis le début du mois de mars, avril, mai, non j'exagère, mai, je suis en train de lire les bouquins de la rentrée. Et j'en ai déjà reçu 6. Et je crois au mois d'août, on va se faire une émission spéciale rentrée avec les bouquins que j'aurais lus dans le cadre du prix Fnac. Oui. Et ça risque d'être vraiment bien parce que les bouquins ils sont super bien. Je peux pas en parler maintenant parce qu'ils sont pas encore sortis. On ne peut pas spoiler. Et ouais, c'est ça. Et c'est un petit peu dans le contrat, il y a une omerta, tu vois. Oui. Mais je me régale. Il y a des grosses surprises. Et là, au mois d'août, on va faire un événement spécial. Un spécial prix Fnac 2025, ça va être très très bien. On espère qu'on atteindra les 100 abonnés à cet événement, à cette occasion. C'est pas impossible, on n'est pas loin des 95 là. Je crois, il me semble. Oh là là, c'est de fou. Abonnez-vous, likez. Et voilà, comme mon téléphone sonne, c'est le bon moment pour arrêter cette vidéo. Le gang de la fin. Salut les amis.